les intrications sont tellement complexes qu'avoir une philosophie bien précise en matière de monopole est compliqué. Je vais prendre un exemple, et on y reviendra tout à l'heure, qui est celui des barrages. Donc vous savez ou vous ne savez pas que là comme ailleurs, l'Union européenne a une volonté de déréguler le marché de l'électricité et notamment de faire en sorte que l'ensemble des barrages hydroélectriques français, il y en a à peu près 3200 sur le territoire, soient ouverts à la concurrence. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être ouverts à la concurrence? Parce que pour le moment, c'est surtout EDF qui opère 80% de ces barrages, et notamment les 150 plus gros barrages dont la puissance cumulée équivaut à 3 centrales nucléaires nouvelle génération. Bon, tout ça, c'est une petite avalanche de chiffres qui est inintéressante. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est celui que je vais donner maintenant, c'est que ce sont les barrages hydroélectriques qui sont responsables de 66% de l'électricité en termes d'appoint. Autrement dit, l'électricité nucléaire fournit l'électricité qui est communément distribuée un peu partout, mais vous savez qu'il y a des pics de consommation, genre le matin quand tout le monde a besoin d'eau chaude, le soir quand tout le monde allume sa cuisinière, et bien, ce sont les barrages hydroélectriques qui fournissent les 2/3 de cette électricité d'appoint. Donc, rapportons ça au cas des monopoles nationaux. Il y avait un monopole national de production de l'énergie qui était donc EDF et GDF. Monopoles qui ont été brisés. L'Union européenne nous demande de libéraliser les barrages. Donc, et il va y avoir maintenant une mise en concurrence, ouverte y compris aux sociétés étrangères, de l'ensemble d'abord de 150 barrages français, l'Union européenne ayant déjà fait valoir que 150 c'était trop peu, sachant que tous les gouvernements précédents, y compris les gouvernements de gauche, ont essayé de freiner cette mise en concurrence, et que c'est Macron qui semble le plus excité à l'idée d'ouvrir véritablement les barrages à la concurrence, y compris la concurrence étrangère. Donc ces barrages risquent de passer sous contrôle étranger, et ils risquent de passer sous contrôle étranger avec un opérateur privé qui entend faire un profit. Les barrages ont surtout été construits par la puissance publique, ça veut dire que la rentabilité des barrages est excellente. Les barrages dégagent 2,5 milliards de bénéfices, de surplus d'exploitation par an. Il y a 1,25 milliard qui sont redistribués aux communes, puisque généralement ces barrages sont opérés dans le cadre de sociétés d'économie mixte. Pour tous les vrais économistes et pour tous les vrais spécialistes, il y a un certain nombre d'impropriétés dans ce que je raconte, c'est-à-dire que ce ne sont pas exactement les termes. Vous me pardonnerez, et je vous passerai les articles dont je me suis inspiré pour que vous puissiez vérifier l'exactitude des termes, mais voilà, ce que je raconte est à peu près exact, en tout cas dans le fonctionnement. Autrement dit, l'opérateur privé qui va avoir la gestion du barrage qu'il aura gagné sur appel d'offres n'a absolument aucune des infrastructures à payer pour continuer à opérer le barrage. Autrement dit, le coût d'entrée, la barrière d'entrée qui est celui de la gestion de l'eau est levé d'une certaine manière. L'ensemble des barrages est déjà construit. Il faut plus de 3200 barrages. C'est l'un des plus gros parcs nationaux en termes de barrages hydroélectriques par rapport à la capacité fluviale française, enfin à la capacité fluviale nationale. Et donc l'opérateur qui va débarquer se retrouve exactement dans le cas des opérateurs d'autoroutes qui ont profité de la vente des autoroutes, de la privatisation des autoroutes, avec un réseau déjà constitué, extrêmement rentable, avec une volonté de maintenir en fait les péages, notamment la taxation de la circulation sur les autoroutes, sans avoir donc à supporter ce qui normalement constitue en fait les monopoles naturels, c'est-à-dire la construction du réseau. Donc je récapitule un tout petit peu. Vous avez un monopole naturel quand il y a un réseau suffisamment dense qui permet sur un territoire donné, qui permet de distribuer un bien ou un service qui coûte très cher à réaliser. Donc, typiquement, si vous deviez monter aujourd'hui 3200 barrages, si vous deviez aujourd'hui monter l'intégralité des chemins de fer, si vous deviez aujourd'hui monter l'intégralité des structures aéroportuaires. Dans le cas des barrages hydroélectriques, donc on passe d'un monopole naturel, celui de l'électricité hydroélectrique avec les coûts d'entrée qui sont ceux de la construction des barrages, à bientôt un système dérégulé où les nouveaux entrants vont pouvoir faire payer l'électricité produite
non pas au coût marginal de la dernière unité produite, mais en fonction du coût du marché. Ils pourront, si ça les amuse, donc faire payer l'électricité plus ou moins cher. Ils pourront surtout, et c'est ça qui est intéressant, avoir la main sur les retenues d'eau, puisque quand il y a des retenues d'eau, ces retenues d'eau servent à plusieurs choses, et notamment, donc, elles servent à régler les pics de demande. Et donc, on peut imaginer qu'un opérateur privé aura la volonté de ne libérer son eau et donc son électricité que lorsque la demande sera la plus forte. Mais c'est aussi une manière de gérer la biodiversité, c'est une manière de gérer les finances des collectivités locales. Autrement dit, celui qui possède le barrage a un impact social beaucoup plus fort que le seul métier en fait, de producteur d'électricité. Donc cette longue parenthèse que j'avais promise courte, tout ça pour vous dire que on peut très bien considérer que EDF a mal géré avec les problèmes et les effets pervers qui sont ceux des monopoles nationaux en France, a mal géré la question de l'énergie hydroélectrique. Et je reviendrai sur les raisons pour lesquelles, à mon sens, EDF a mal géré l'énergie hydroélectrique. Mais on se retrouve aujourd'hui dans un cas où la libéralisation forcée par l'Union européenne risque de nous entraîner à avoir une privatisation d'un certain nombre de services rendus par les barrages hydroélectriques qui ne sont pas précisément la fourniture d'électricité, mais tout l'impact social de ces barrages. Donc aujourd'hui, dire le monopole national de l'électricité était une erreur, pourquoi pas, mais est-ce que véritablement on est en mesure de se passer d'un monopole national de l'énergie hydroélectrique? Donc c'est là où l'empirisme organisateur pose la question et en fait n'a pas la réponse. Si quelqu'un est capable, et j'en serais ravi, et je dis la chose absolument sans ironie, d'avoir une philosophie très précise et qui ne soit pas juste l'application d'un dogme étatique ou l'application d'un dogme ordo-étatique, ordo-libéral, pardon, l'application d'un dogme libéral sur la manière de traiter les barrages hydroélectriques dans l'abstrait, parfait, qu'il présente sa solution. Aujourd'hui, tous les monopoles nationaux français doivent être estimés en fonction de l'histoire qui les a constitués. Et voilà, donc c'est évidemment une leçon maurassienne de plus. On peut toujours avoir un avis a priori sur les questions. Ce qu'on nous apprend ici à l'Action française, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas dans l'abstrait qu'on décide de la pertinence des choses, mais ce soit en fonction de la constitution du fait social qu'on est en train d'examiner. Donc on était en pleine grève SNCF, et donc nous marchions dans les rues de Marseille, et ce qui était intéressant, c'est que la SNCF avait elle aussi tout le charme de la politique appliquée. C'est-à-dire qu'on pouvait fustiger les volontés libérales de l'Union européenne et ses dogmes de dérégulation, puisque voilà, on en est déjà au 3e paquet ferroviaire. On pouvait vomir l'inefficacité d'une entreprise publique qui a creusé une dette spectaculaire tout en dégradant continuellement la qualité du service. On pouvait s'énerver contre la folie syndicale, on pouvait critiquer la manière dont le gouvernement négociait les choses. Bref, autrement dit, on avait 1000 raisons de s'énerver sur la SNCF et surtout de ne pas avoir d'opinion bien ferme. Quand je parle de la volonté de dérégulation de l'Union européenne, l'un des arguments qui est revenu en permanence, c'était de dire on a déjà dérégulé le secteur des chemins de fer, et notamment l'exemple des chemins de fer britanniques prouve que la dérégulation est une catastrophe. Les chemins de fer britanniques étaient privatisés, comme la plupart des chemins de fer européens. Eux aussi, c'est-à-dire, ils s'étaient constitués au fur et à mesure par des sociétés privées qui s'étaient peu à peu regroupées. Bien sûr, chaque société ayant d'abord exploité un réseau principal. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, le nom vous dit peut-être quelque chose. Par Lyon-Méditerranée, donc PLM. Donc voilà, au début, il y avait une liaison ferroviaire qui allait de Paris jusqu'à la Méditerranée en passant par Lyon. Évidemment, c'était un axe majeur de transport des marchandises et des passagers. Et personne, pour le moment, n'avait songé à envoyer un train serpenté entre Roanne et Vichy, comme celui que j'ai pris pour arriver ici. Parce que entre Roanne et Vichy, il y avait peu de chances que ce soit aussi rentable que le fait de descendre sur la Riviera. Donc les compagnies privées ont commencé par construire un réseau, chacune s'adjoignant les voies les plus rentables, et puis peu à peu, on a nationalisé, peu à peu, on a étendu la couverture du réseau, peu à peu, on est arrivé... C'est amusant, ma conférence a disparu. Alors ceux qui disent ce n'est pas grave, c'est déjà ennuyeux, c'est gênant.
Voilà. Donc, si jamais quelqu'un a envie de venir regarder à partir de ce monopole privé comment faire pour faire réapparaître la conférence, je serai absolument ravi. Voilà. Donc, le monopole du bénévolat arrive. Ne bouge plus, reste à côté de moi. Voilà. Il n'a rien fait, ça a marché, c'est très bien. C'est comme les écrouelles, j'ai touché. Voilà, il m'a touché, et voilà, il y a une zone à guérir. Voilà. Donc, j'ai complètement perdu où j'en étais, là, vous me pardonnerez. Donc, oui, l'exemple des chemins de fer britanniques. Les chemins de fer britanniques ont été libéralisés après avoir été constitués sur la base de chemins de fer privatisés puis nationalisés, et ça a été une catastrophe. 3 accidents en 10 ans, des dizaines de morts, le secteur public obligé de continuer à subventionner les chemins de fer. Autrement dit, la libéralisation de la SNCF paraît être une erreur majeure au regard de l'exemple de la libéralisation des chemins de fer britanniques. Donc, le monopole étatique du transport ferroviaire paraît très pertinent. Je reviens sur cette notion de monopole naturel. Le monopole naturel, donc, c'est celui qui dit que sur un territoire donné, la mise en place d'un réseau dense à forte intensité capitalistique, autrement dit qui nécessite beaucoup d'argent pour être mis en place, déclenche naturellement une situation de monopole parce qu'aucun opérateur privé n'est en mesure d'avoir la couverture nécessaire, avec la densité nécessaire du territoire pour rendre le service qui est attendu à un prix qui permet de le distribuer d'une manière à peu près équitable à tous ceux qui habitent ces territoires. Bon, d'un autre côté, on nous a dit exactement la même chose sur les télécoms, et donc là aussi, l'existence d'une couverture téléphonique dense sur l'ensemble du territoire français ne permettait d'être faite que par un monopole étatique, qui était les PTT, France Télécom. On nous a dit la même chose pour les compagnies aériennes internes, et en fait, on s'est rendu compte que la libéralisation du marché des télécoms a abouti au fait qu'on paye nettement moins cher aujourd'hui la communication téléphonique qu'on l'a payé il y a quelques années. Autrement dit, les chemins de fer privatisés en Angleterre sont une catastrophe et tendraient à prouver que le monopole national est une bonne chose. La libéralisation du marché des télécoms en France et ailleurs prouve que ça marche beaucoup mieux qu'avant, avec beaucoup plus de services à un plus bas prix, et donc que la disparition du monopole national est une bonne chose. Quand on voit ces histoires de monopole national et de monopole naturel, il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises dans ce que j'ai dit, c'est le mot territoire. Le territoire est donc la zone qui est considérée par la personne qui examine la densité du réseau. C'est là où l'Union européenne, dans le cas de la SNCF, est intéressante, car on voit que l'Union européenne a une manière de considérer le territoire naturel de la France comme n'existant pas. C'est un territoire naturel national qui justement n'est plus naturel, et que le territoire naturel dans la pensée monopolistique, oligopolistique, libérale, concurrentielle européenne, c'est en fait tout le territoire européen, tout le territoire de l'Union européenne. Donc un territoire beaucoup plus vaste. C'est intéressant parce qu'on a souvent présenté le transport aérien comme ne permettant qu'à une seule compagnie intérieure d'opérer, ce qui justifiait qu'il y ait une compagnie intérieure nationale. Or, dès qu'on a libéralisé le marché aérien, notamment en transformant l'espace national en un espace international qui devient un espace européen, on s'est rendu compte qu'avec une extension du territoire, il y avait la possibilité d'une concurrence, il y avait la possibilité d'avoir plusieurs opérateurs, et ces opérateurs étaient capables d'améliorer le service considérablement, c'est-à-dire plus d'avions, moins polluants, moins chers, pour plus de destinations. Donc là aussi, la fiction du monopole naturel du transport aérien, et donc la nécessité du monopole national comme étant le seul capable de rendre un service au plus bas prix au plus grand nombre, éclate à partir du moment où on change le périmètre du territoire naturel considéré. Si vous avez l'impression que j'aligne les faits sans vous donner une direction, c'est exprès. Avec tous ces exemples, on voit que déterminer si véritablement le monopole national est un bienfait ou un méfait est un peu compliqué. En fait, là aussi, l'histoire nous apprend que parfois c'est très bien et que parfois non, pas du tout. Donc le monopole du transport ferroviaire est un exemple de monopole naturel, donc un territoire donné, un coût d'installation du réseau très élevé, un seul opérateur qui pratique des tarifs fondés sur les coûts marginaux, c'est-à-dire la dernière unité produite fixe le prix pour l'ensemble du réseau, sans réduction de l'offre. Sans réduction de l'offre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je pourrais très bien vous vendre un seul modèle de voiture, je pourrais vous vendre un seul modèle de grille-pain, je pourrais vous vendre un seul type de trajet.
la SNCF a multiplié les types de trajets possibles. Il y avait les liaisons entre grandes métropoles, les liaisons internationales, les liaisons entre petits villages. Vous aviez la possibilité de voyager de jour ou de nuit, rapidement ou à vitesse lente. Autrement dit, il y avait une surabondance de l'offre ferroviaire. Puisque là aussi, quand on est en situation de monopole, il y a deux manières de faire du profit. C'est vous augmentez considérablement vos prix, vous réduisez drastiquement votre offre. Ce qui fait que, évidemment, plus vous réduisez l'offre, moins beaucoup d'exploitations sont élevées, plus vous augmentez les prix, plus vous augmentez votre profit. Donc l'idée d'un monopole naturel national, d'un monopole d'État, c'est évidemment d'empêcher cette rente de situation, cette rente de monopole, qui est de faire en sorte qu'on diminue drastiquement l'offre ou qu'on augmente considérablement les prix. C'est exactement ce qu'a fait la SNCF. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la SNCF a choisi en fait de diminuer drastiquement son offre. Il y a de moins en moins de trains. Il n'y a plus de trains de nuit. Vous me direz, il n'y a plus de trains de nuit parce que maintenant avec le TGV, ça ne sert à rien de voyager de nuit pour aller jusqu'à Marseille. Mais en même temps, si vous faites la liaison, comme je l'ai fait pendant longtemps, Paris-Luchon, et que vous voyagez de jour, ça vous prend la journée, alors qu'auparavant, ça vous prenait la nuit, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, pour aller de Paris à Luchon, on est obligé de prendre un TGV qui arrive péniblement jusqu'à Toulouse, de changer de train, de descendre à Montrégeau-Gourdon-Polignan et de prendre un car qui vous emmène sur l'ensemble des petits chemins qui vont jusqu'à Luchon. Autrement dit, l'offre s'est complexifiée et la qualité de l'offre s'est dégradée, la qualité de l'offre s'est réduite, et par ailleurs, la SNCF a fait en sorte que la tarification du TGV soit absolument mystérieuse et toutes les associations de consommateurs ferroviaires se plaignent régulièrement de ne strictement rien comprendre au prix qui évolue en permanence sans qu'on sache exactement sur quelle est la base réelle de la tarification. Sinon, une règle assez simple, mais qui n'est justement pas celle normalement de la justification du monopole d'État, qui est le coût de la dernière unité produite. Aujourd'hui, si vous prenez un TGV, vous allez payer plus cher en période de pointe qu'en période creuse. Vous allez avoir des TGV à prix totalement cassés, comme les Oui, si je ne m'abuse, que j'avais pris d'ailleurs pour aller à Marseille, afin que ça ne revienne pas cher à la section locale qui m'invitait. C'est un message à tous ceux qui veulent m'inviter. Voilà, je suis capable de prendre des Oui et pas en première. Et donc la SNCF ne s'est absolument pas comportée selon un monopole naturel. Donc la justification du monopole national est cette idée que seul l'État est capable de garantir le service au prix le plus bas. Il y avait un autre aspect qui était intéressant dans le cas de la SNCF, c'était celui du quasi-monopole de la représentation syndicale. Dans la manière dont les syndicats se sont organisés comme un cartel de syndicats pour déclencher cette grève. Ça participait de ce qu'on pourrait appeler le monopole moral de l'État, qui est une extension désagréable de sa fonction d'arbitrage. La bonne fonction d'arbitrage de l'État, c'est quand l'État décide d'organiser les conditions de la représentation salariée, ou les conditions d'administration de la science, ou les conditions d'administration de l'éducation. Voilà. Et donc généralement, l'État se dote d'un organe de contrôle, ou d'un organe d'exploration et de contrôle, le CNRS, l'INRIA, l'INRA, bref, tous les grands organismes d'État, qui sont des organismes à la fois de recherche, de contrôle et d'arbitrage. Et parfois, l'État en fait une extension abusive. Par exemple, l'État a fixé des règles telles que les nouveaux syndicats sont défavorisés. Autrement dit, le coût d'entrée pour un nouveau syndicat était extrêmement pénible, puisque jusqu'à une date récente, seuls les 5 grands syndicats qui avaient eu une attitude exemplaire pendant la guerre, puisque c'était le critère bizarrement retenu et moralement retenu par l'État pour justifier que la CGT, la CFDT, la CFTC, je ne sais plus quelles sont les autres forces ouvrières sans doute, voilà, avaient été exemplaires pendant la guerre, et donc en tant qu'exemplaires guerriers, je parle de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient un droit de primauté sur les autres organisations syndicales dans la représentation à l'intérieur des entreprises, qui évidemment faisait hurler Sud à l'époque. Donc depuis, ça a sauté. Mais de toute façon, les syndicats conservent, par exemple, un droit de représentation syndicale extrêmement élevé par rapport aux non-salariés, aux non-syndiqués. C'est-à-dire, si vous êtes un salarié délégué du personnel non syndiqué, vous ne pouvez être élu qu'au second tour des élections. Si vous signez un accord mais qu'aucun syndicat n'a validé cet accord, l'accord peut être réputé invalide. Donc, on voit bien que l'État, en fait, utilise le règlement pour favoriser une organisation oligopolistique ou monopolistique au détriment des nouveaux entrants. Et c'est là
le vrai problème en fait des monopoles nationaux. C'est la manière dont, une fois que le monopole est créé pour rendre un service, l'État se met à considérer que le monopole devient une fin en soi. La fin n'est plus le service rendu, le produit fabriqué et distribué. La fin devient le maintien en fait de l'organisme qui opère sur ce marché, qui produit ce bien, qui produit ce service. Donc il y a une extension abusive et vous pouvez le voir dans le domaine de l'éducation. L'État a un quasi-monopole de l'éducation qui est battu en brèche régulièrement par la sphère de l'éducation privée, mais l'État a fait en sorte que le financement du privé soit évidemment nettement défavorable par rapport au financement du public, plus d'autres barrières à l'entrée qui sont par exemple, pour ceux qui sont dans les écoles hors contrat, le fait que quand vous passez le brevet des collèges, il y a une partie du contrôle continu pour les gens qui sont à l'intérieur du contractuel, public ou privé, mais que ceux qui sont dans les écoles hors contrat, grâce à un brevet du collège, sans qu'aucun des points du contrôle continu puisse bénéficier à l'obtention de la note finale. Autrement dit, c'est un examen complet qui est passé par rapport à quelqu'un qui vient du contractuel. Donc, ça fait partie des barrières à l'entrée qui fait qu'il y a un monopole d'État de l'éducation, plus ou moins élargi à une sphère contractuelle, avec des effets d'éviction des nouveaux entrants, puisque, évidemment, le service rendu aux nouvel entrants est de qualité moindre que les services rendus à ceux qui sont à l'intérieur du système. C'est plus compliqué d'avoir le brevet du collège quand vous êtes dans leur contrat que d'avoir quand vous êtes dans une école publique ou privée sous contrat. D'autres exemples de barrières à l'entrée dans ces monopoles moraux, c'est par exemple la cooptation universitaire. Vous ne pouvez devenir professeur d'université qu'à condition d'être coopté par vos pairs. Autrement dit, ce n'est pas sur titre que vous devenez professeur d'université, c'est à condition qu'une équipe ait décidé que vous étiez digne de confiance et que vous pouviez être recruté. Évidemment, 3 professeurs communistes vont rarement coopter un professeur libéral, 3 professeurs libéraux vont rarement coopter un professeur socialiste, et comme aujourd'hui en France, il y a plus de professeurs de gauche que de professeurs de droite. L'université penche plus à gauche qu'elle ne penche à droite, et il est plus facile de trouver un cours qui explique que l'économie de marché est perverse et que les monopoles nationaux sont géniaux que de trouver un cours qui vous enseigne que l'économie de marché est géniale et que les monopoles nationaux sont une plaie. La vérité, comme d'habitude, est que les monopoles nationaux ne sont ni pervers ni une plaie, ou plutôt qu'ils sont pervers effectivement, mais que ce n'est pas pour autant qu'il faut tous les supprimer. Donc il y avait aussi ce monopole légal, enfin, de l'Union européenne, dont les directives s'imposent. J'ai déjà parlé donc, des nouvelles frontières de l'Union européenne et donc de l'effet que cela avait sur la détermination du territoire des monopoles naturels. Ce qui est intéressant dans l'histoire qu'on vient de voir de 2 ou 3 monopoles, c'est qu'il y a d'abord un opérateur privé qui décide en fait de profiter d'une technologie pour créer un marché, ou qui décide d'une technologie, qui crée la technologie dont il a besoin pour rendre le service qui lui paraît nécessaire, et en tout cas qui lui paraît pouvoir être favorablement accueilli par le public, et que ensuite l'État intervient en considérant que effectivement le produit ou le service sont fascinants et qu'il est nécessaire que tout le monde puisse en profiter. Le transport ferroviaire, c'est absolument génial. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les riches qui en profitent. Nationalisons tout, couvrons l'intégralité du territoire de voies ferrées et faisons en sorte que chacun puisse prendre le train pour pas cher. L'autoroute, c'est génial. Rattrapons notre retard. Créons des sociétés d'économie mixte qui vont permettre de couvrir le territoire français de milliers de kilomètres d'autoroute, et donc à tous les Français de pouvoir prendre l'autoroute, et la taxe perçue, le péage, n'est perçu qu'à titre exceptionnel le temps d'installer les infrastructures. Et on voit que il y a une émergence systématique d'un marché, il y a une monopolisation fréquente des marchés dont le service est celui qui présente l'utilité sociale la plus évidente, mais il n'y a un maintien du monopole légal, du monopole national, que par la volonté expresse de l'État qui empêche en fait les nouveaux entrants d'arriver sur le marché. C'est là où SNCF est intéressant, et nous allons revenir un petit peu sur SNCF.
Pour SNCF, comme pour EDF d'ailleurs, et on reviendra tout à l'heure sur EDF, l'État a décidé qu'il était le seul capable d'assurer la production et la distribution d'un bien, et en l'occurrence du service du transport, sur son espace, au motif que lui seul était capable d'administrer les infrastructures nécessaires. Seul l'État était capable d'acheter des traverses, d'acheter des rails, de les poser, de mettre du ballast, de construire des gares, d'installer une signalétique et d'avoir un indicateur des chemins de fer. Parce que le coût de financement était si élevé que la faillite d'une entreprise privée était impensable, sinon le service n'existerait plus, et l'État était seul capable de garantir en fait la distribution de ce service. Donc on voit que l'idée du monopole d'État, c'est l'idée du service rendu, et surtout du service mieux rendu, et enfin du service rendu sans profit indu. Alors, on a déjà vu avec SNCF que le sans profit indu était sujet à caution. Et c'est parfois vrai. Par exemple, lorsque la Compagnie des Alpes décide de financer la mécanisation des pentes dans les stations de ski naissantes, la Compagnie des Alpes est une société de droit privé, mais qui émane de la Caisse des dépôts et consignations. Donc la Caisse des dépôts et consignations, donc, est un organisme d'État, un tiers de confiance, donc, qui est censé avoir son indépendance par l'État, mais dont évidemment les investissements sont dirigés par le gouvernement, décide donc de financer, avec des prêts à 30 ans à faible intérêt, la mécanisation des pentes. Donc, autrement dit, c'est quasiment de la subvention publique déguisée, et il le fait parce qu'aucun opérateur privé n'était capable, là aussi, de mécaniser les petites communes. Tout le monde était d'accord pour mécaniser les grands domaines skiables, parce qu'il y avait déjà un marché, mais sur les petites communes qui pouvaient avoir des domaines skiables intéressants, seul l'État a décidé de le faire par le biais de la Compagnie des Alpes, donc qui est créée spécifiquement pour faire ça. La Compagnie des Alpes, depuis, a acheté le parc Astérix, et donc voilà. C'est là où, là aussi, on voit le deuxième effet pervers des monopoles nationaux, c'est qu'à un moment donné, une fois que l'objet même du monopole, ou du quasi-monopole, ou de la gestion déléguée par l'État auprès d'une entreprise prétendument privée, mais qui en fait est parapublique, n'existe plus, car autrement dit, une fois que les pentes sont mécanisées, que les communes ont remboursé leur emprunt, que les stations sont rentables ou non, l'entreprise décide de persévérer dans son être, comme dirait Spinoza, et donc se met à se diversifier pour la simple nécessité en fait, de faire durer l'organisme. Autrement dit, le monopole d'État ne dure que par la volonté de l'État de faire durer les structures qu'il a fait naître, sans que l'État s'interroge sur la nécessité, pourquoi pas, de les faire disparaître. Donc, il y a eu un succès intelligent de la part de l'État dans le fait de monopoliser quasiment les financements risqués de la mécanisation des pentes, mais il y a eu un effet pervers qui est le fait de faire durer la société chargée de financer. Donc le problème du monopole d'État et du bien commun, c'est évidemment la manière dont la politique va déterminer ce qu'est le bien commun. Je reviens un peu en arrière, donc on a parlé de la SNCF, et maintenant il nous faut parler du TGV. Donc la SNCF a décidé par exemple qu'il était nécessaire de mettre en place le TGV en choisissant une solution qui est les lignes à grande vitesse, plutôt qu'une autre solution qu'on appelle le train pendulaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus vieux d'entre vous, des débats féroces qui nous avaient agités à l'époque sur la solution italienne du train pendulaire. Le train pendulaire est un train qui se balance, ce qui fait qu'il est capable d'aller vite dans les tournants, sans qu'on ait besoin de construire une voie avec des tournants adaptés à la grande vitesse. Donc la France a choisi, évidemment, sa solution technique bien à elle, comme la France avait choisi le Minitel, avec là aussi, la France avait inventé Internet, mais la France avait aussi un organisme d'État, quasiment étatique, qui a décidé que le Minitel était génial, et ce qui fait que tous les ingénieurs français qui avaient inventé tous les principes qui gouvernent Internet se sont retrouvés sur des voies de garage en attendant que le Minitel crève et que les Américains chopent le marché. Donc là, même chose, la France très intelligente décide d'avoir sa solution pour les trains à grande vitesse, qui est la ligne à grande vitesse, qui permet en fait de multiplier les infrastructures ferroviaires et de faire en sorte de doubler l'intégralité du réseau existant avec un autre réseau. Avec un coût absolument faramineux qui fait que la dette de la SNCF est absolument gigantesque, que cette dette absolument gigantesque, l'État a décidé de la reprendre en partie, autrement dit, c'est vous et moi qui allons la payer, autrement dit, le mythe de l'État qui gère bien et qui nous fait payer le moins cher possible, ben, en fait non, puisqu'on va réussir à travers nos impôts à payer tout le surcoût des lignes LGV qui sont en fait constamment déficitaires depuis qu'elles sont mises en place. Autrement dit, si le monopole naturel national est justifié parce qu'on rend un service qui permet de couvrir le territoire le plus vaste
Avec le service le plus intelligent, avec le TGV, on aboutit précisément à quelque chose de différent. Il y a un endettement massif, il y a la disparition des compagnies aériennes internes, il y a la métropolisation du territoire, ce qui fait qu'en fait la capillarité n'est plus assurée. Donc autrement dit, on dégrade le réseau, on dégrade le service puisque donc il y a moins de trains qui circulent sur notre ligne, et la tarification est opaque. Donc les TGV sont chers, les TGV sont déficitaires, même si un service public n'est pas censé être très rentable, ni même rentable, il n'est pas censé non plus être un gouffre financier. Les LGV doublent le réseau existant, leur construction a ruiné le foncier rural, et même d'ailleurs, si on veut rentrer dans les détails, il y a des compensations permanentes, c'est-à-dire quand une ligne LGV coupe la propriété d'un paysan en deux, et que le paysan est maintenant obligé, au lieu de faire 400 mètres, de prendre la route, de faire 4 km pour arriver au bout de son champ, la SNCF verse une compensation permanente, une espèce de loyer, si j'ose dire, à ce paysan. Donc non seulement la LGV coûte cher au moment de l'installation, mais en plus la LGV a un coût de fonctionnement qui n'est pas celui simplement de l'entretien des voies, mais qui est celui de l'impact social de sa construction. Donc le coût est enchéri, évidemment, à chaque ligne LGV qui est construite. Donc le foncier rural a été ruiné et par ailleurs le foncier a considérablement augmenté dans les villes connectées avec un effet d'éviction des classes populaires. Donc le bien commun qui consiste à gagner 10 minutes pour aller à Nantes se paye d'un mal commun absolument incommensurable. Mais là aussi, donc le politique a décidé ce qui était intelligent. Donc le monopole naturel national a un effet pervers qui est que la politique qui est assénée, et une politique bien centralisée en France, fait en sorte que les effets induits des politiques sont systématiquement sous-évalués et que ce qu'on privilégie en permanence, c'est l'effet de masse et surtout, toujours ce travers français, la centralisation jacobine. Pourquoi est-ce qu'on choisit le TGV? Pourquoi est-ce qu'on choisit cette solution-là? D'une part, évidemment, pour faire marcher l'industrie nationale, qui ne l'est plus depuis. Je ne parle pas du BTP, je parle du secteur ferroviaire, enfin, de tout ce qui est construction ferroviaire. C'est parce que ça permet de rapprocher les grandes villes, qui sont des centres d'indépendance possibles, de la métropole. Autrement dit, de la métropole principale de Paris. Donc maintenant, on a 10-12 villes en France qui sont les métropoles. Ces métropoles sont interconnectées par le TGV, et donc toute la vie économique, toute la vie culturelle, toute la vie sociale se concentre peu à peu dans ces métropoles et sur les lignes qui joignent une métropole à l'autre, avec le résultat, la désertification complète du territoire. Mais c'est pas grave. On est en France, et donc le centralisme vaut comme étant une valeur de bien commun. Donc évidemment, on n'est absolument pas d'accord avec cette définition du bien commun, et donc on est absolument d'accord avec cet aménagement du territoire qui n'a été possible que parce que la SNCF est un monopole national. N'importe quel marché en situation de concurrence va au contraire chercher des niches. Autrement dit, il est intéressant pour quelqu'un, si jamais on est sur un marché où la capillarité du réseau est importante, si quelqu'un s'adjoint la grande ligne, eh ben, il y en a d'autres qui vont exploiter les petites lignes. C'est exactement ce qui se passe avec le marché de la logistique. Il y en a qui sont spécialisés dans la grande logistique. Très bien, je suis capable d'amener votre machin de Chine jusqu'à un terminal portuaire en France. Il y a quelqu'un d'autre qui est capable de l'amener du terminal portuaire à une grande plateforme logistique. Il y en a enfin quelqu'un qui est responsable de ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre, autrement dit, qui fait en sorte que ce soit véritablement livré chez vous, et donc que vous n'ayez pas vous à vous déplacer. Autrement dit, la concurrence favorise en fait des écosystèmes différents où on est capable de gérer les infrastructures à différents niveaux de profondeur, de capillarité du territoire, pour faire en sorte que le service soit rendu et que tous les opérateurs sont en fait bénéficiaires. Sachant que le grand opérateur, celui qui sait opérer au niveau le plus vaste, est rarement capable d'opérer au niveau le plus fin. Donc la SNCF avait été capable de le faire, mais avec le choix du TGV, la SNCF a en fait perdu sa capacité, enfin sa science surtout, de l'opération au niveau fin. J'évoquais tout à l'heure la rente de situation, ou la rente, donc, qui est la rente que l'opérateur privé monopolistique peut avoir. Donc, vous savez, soit il diminue son offre, soit il augmente ses prix. Il y a un autre effet pervers en fait, du monopole national, c'est que cette rente de situation, qui est censée avoir été évitée, puisqu'on facture au juste prix et plutôt au plus bas prix possible, le coût de la dernière unité produite, elle existe parce qu'elle est interne à l'entreprise. Le coût caché, c'est en fait, et donc la rente de situation monopolistique est véritablement existante dans le cas des monopoles nationaux, parce qu'elle est intégrée
à la masse salariale. Si vous regardez le statut des ouvriers d'EDF et le statut des cheminots, les conditions de rémunération, de primes, de jours de repos, de retraite sont incomparablement meilleures que celles des autres secteurs. Autrement dit, le coût d'exploitation est considérablement augmenté du fait que c'est un monopole. Comme c'est un monopole, on a consenti en fait à l'ensemble des forces du travail des conditions considérablement supérieures à celles du marché. Alors qu'en situation évidemment de concurrence, les salaires, les jours de repos, l'attribution des primes et l'âge de départ à la retraite auraient été sensiblement équivalents à ceux des autres secteurs. Donc là aussi, il y a une espèce de fiction de la rentabilité la plus mince possible du secteur public, et du monopole public, parce que juste on oublie ce coût caché, qui en fait est considérable, de la rente monopolistique accaparée par les travailleurs des entreprises monopolistiques. Autre sujet sur lequel j'ai déjà un peu parlé, c'est les barrières réglementaires. On a, dans le cas de SNCF, donc, il a été choisi de construire des lignes spécifiques plutôt que d'adopter le système pendulaire, donc ces fameux trains qui se balancent, qui aurait permis d'utiliser les lignes existantes. Dans le cas d'EDF, le choix a été fait de construire des centrales atomiques après les centrales thermiques et les barrages hydroélectriques. Choix plutôt intelligent. Mais les barrières réglementaires ont été telles qu'il était par exemple impossible d'être un petit producteur d'électricité en France, parce qu'on était par exemple obligé de vendre son électricité à EDF. Jusqu'à une date récente, vous pouviez produire de l'électricité, mais vous n'aviez pas le droit de la consommer. C'est-à-dire, par exemple, l'autoconsommation était interdite. Vous avez des cellules photoélectriques installées sur le toit de votre grange, vous avez un compteur EDF classique, avant les compteurs Linky, vous êtes obligé de payer 1 500 € d'abonnement supplémentaire à EDF pour avoir le droit de consommer votre propre électricité. Donc évidemment, l'intérêt financier de produire son électricité en étant obligé de payer une taxe considérable pour la consommer soi-même disparaît totalement. Et donc, jusqu'en 2017, EDF faisait en sorte que l'autoconsommation soit impossible. C'était juste un règlement. Autrement dit, il n'y avait pas de difficulté technique particulière pour faire en sorte que l'autoconsommation soit possible. Mais évidemment, c'était une perte de contrôle de la part d'EDF. Donc, on oblige les gens à vendre à EDF, on oblige les gens, on fait en sorte que la production soit compliquée, et par exemple, tout le petit hydroélectrique fluvial était développé en Allemagne, mais n'était pas développé en France. Alors que la France a un réseau fluvial qui permet évidemment d'installer de petites centrales hydroélectriques. Quand je parle de petites centrales hydroélectriques, je parle de machins qui font 1 mètre de haut, ce sont des hydroliennes verticales, autrement dit des turbines verticales, qui permettent d'avoir un courant continu tout à fait intéressant. On a accepté qu'on se développe petitement l'éolien individuel, mais pas l'hydrolien individuel. Alors que, évidemment, l'hydrolien a un avantage absolument incroyable par rapport à l'éolien, c'est que l'eau, elle coule tout le temps, alors que le vent, il souffle pas toujours. Ça, c'est des trucs que les énarques ont du mal à comprendre, ou plutôt que les énarques ont très bien compris. Si jamais on favorise sur l'ensemble des rivières françaises la possibilité d'avoir une production électrique individuelle avec une consommation individuelle, évidemment, l'État n'a plus le contrôle de la distribution énergétique. Donc l'État n'a plus les moyens, en fait, de sa politique énergétique qui consiste à construire de super grands ensembles qui ne peuvent être opérés que par l'État. Autrement dit, il y a un effet pervers du monopole national, c'est que le gigantisme est évidemment préféré au minuscule. C'est que le national est préféré au local. Et c'est que l'ensemble des solutions sont des solutions qui sont toujours valables au niveau de l'intégralité du territoire, mais qui éliminent les petites solutions. On est en train vaguement d'essayer d'y revenir. Mais évidemment, ce n'est pas en France que ça se fait. À Madère, où on se rapproche de plus en plus, vous direz c'est Madère, justement, tu compares Madère et la France, ça ne rime à rien. Oui, mais comparons à ce moment-là Madère à un coin de la Bourgogne, comparons Madère à un coin de la vallée de la Durance, comparons Madère à un coin de la Bretagne, allons dans les pays les plus reculés, la Creuse, le Morvan, enfin comparons Madère à des territoires équivalents en taille. Il y a par exemple des mini-réseaux de barrages en circuit fermé qui remontent l'eau quand il y a une surproduction éolienne et qui turbinent l'eau quand il n'y a pas de vent. Voilà. Donc on est capable de développer des industries avec plus petites, avec des outils de production plus petits qui sont adaptés au niveau local. C'est exactement
ce qui nous intéresse. Parce qu'on voit bien que l'intensité capitalistique, autrement dit la masse des capitaux nécessaires, favorise la monopolisation à partir du moment où on a choisi la plus forte intensité capitalistique possible. Quand vous construisez une centrale nucléaire, non seulement vous prenez 10 ans de retard chaque fois que vous essayez d'en construire une, mais en plus, ça vous coûte quelques dizaines de milliards. Évidemment, il y a une éviction complète des opérateurs privés. Mais si vous choisissez de développer les énergies dites renouvelables, enfin, qui sont, voilà, qu'on appelle maintenant énergie renouvelable par opposition des énergies fossiles, mais en fait, si vous décidez juste de construire des moulins à vent et des moulins à eau, en gros, ce qui existe depuis l'Antiquité dans à peu près l'intégralité des cultures mondiales, vous avez la possibilité de construire un véritable réseau qui alimente véritablement ceux qui sont à proximité des sources d'énergie. Mais évidemment, pas d'intensité capitalistique, autrement dit propriété privée, autrement dit absence de contrôle étatique. On voit que le régulateur, avec les barrières à l'entrée qu'il fait sur les monopoles nationaux, réussit en fait à avoir un double effet d'éviction. Un effet d'éviction des petits propriétaires et un effet d'éviction des nouvelles technologies. Puisque évidemment EDF n'a jamais favorisé les technologies de miniaturisation des centrales de production énergétique. De même que SNCF n'a jamais valorisé les systèmes de transport alternatifs véritablement performants qui auraient pu permettre de sous-louer le réseau existant à d'autres types de matériel roulant. SNCF fait en sorte que l'utilisation des sillons, puisque donc EDF vend des sillons horaires, soit la plus compliquée possible à ceux qui n'ont pas le matériel qui est voulu par SNCF. Donc les effets pervers classiques d'une administration qui en arrive à considérer qu'elle est la fin des moyens qu'elle gère. C'est une jolie phrase. Voilà. Et donc, l'effet pervers du monopole national, c'est qu'il y a une perpétuation du service public dans ses prérogatives qui devient plus importante que le service réellement distribué. Si on prend l'éducation nationale ou la sécurité sociale, on voit que le monopole national sur l'éducation fait en sorte que on en arrive à des gags comme Parcoursup et celui qui l'avait précédé, où on retire aux établissements la capacité de choisir eux-mêmes qui est capable de venir dans l'établissement ou pas, au profit d'un égalitarisme national qui en fait fait en sorte que 25 à 50% des étudiants cette année, suivant les jours et au fur et à mesure qu'on avançait, évidemment le taux diminuait, ne savaient pas où ils allaient et étaient obligés d'abandonner peu à peu les options de préférence qu'ils avaient mises en avant pour que celui qui arrivait derrière puisse bénéficier d'une place qui se libérait par miracle. Donc, le monopole de l'éducation nationale sur l'orientation dans les études universitaires n'aboutit absolument pas à un service le mieux rendu possible, alors que si jamais on avait fait en sorte de subsidiariser la répartition des étudiants, autrement dit de faire en sorte qu'il n'y ait pas un monopole national avec un logiciel, mais véritablement une subsidiarisation au niveau des établissements, on aurait obtenu un autre effet et vraisemblablement un service mieux rendu. J'avais prévu à ce moment-là une longue parenthèse sur les infrastructures de barrage, mais en fait, comme j'en ai parlé, je vais sauter cette longue infrastructure sur cette longue parenthèse sur les infrastructures de barrage. Si vous avez envie d'y revenir tout à l'heure, car c'est un sujet absolument fascinant, on pourra s'y attarder. Donc on voit que l'histoire de la constitution des monopoles en France, c'est autant celle d'un vrai service public qui aménage le territoire, la Compagnie des Alpes, que d'une spoliation, comme EDF, qui fait en sorte d'accaparer une partie du territoire national pour y installer ses réseaux de transport d'électricité, et une spoliation technocratique. Enfin, c'est pas juste une spoliation territoriale, c'est surtout une spoliation en termes de technologie disponible et de liberté individuelle dans l'exploitation de ce qui est à ma disposition pour produire de l'énergie. Et elle prétend ne viser un intérêt général désincarné qu'au mépris, en fait, des paysages, comme pour la SNCF, comme pour EDF, des équilibres écologiques pour SNCF comme pour EDF, et même des intérêts particuliers. Les lignes sont implantées n'importe comment, les éoliennes
font l'objet en ce moment de vives critiques. D'une part parce qu'elles produisent peu, d'autre part parce qu'elles coûtent cher, d'autre part parce que rien n'est fait pour reconstituer les sols une fois que l'éolienne ne produit plus, parce qu'on se rend compte que RTE, qui est celui qui gère la distribution de l'électricité, ne connecte pas immédiatement les éoliennes construites au réseau d'électricité. Donc il y a plus d'éoliennes construites qu'il n'y a d'éoliennes reliées. Enfin, parce que les éoliennes sont subventionnées avec un coût d'achat du kilowatt produit par l'éolienne terriblement supérieur à d'autres coûts d'achat d'électricité produite par des infrastructures déjà amorties. Autrement dit, là aussi, que l'intégralité de ce qui est mis en avant pour justifier le monopole naturel est en fait battue en brèche par l'État lui-même. Sur la question des barrages EDF, pour revenir là-dessus quand même très brièvement, donc on nous explique, et je l'ai expliqué tout à l'heure, que le fait de faire passer le barrage privé aux mains, le fait de faire passer un barrage public à des mains privées avait posé sans doute des problèmes, d'une part de souveraineté, si jamais c'est un Espagnol ou un Chinois qui possède un barrage, d'autre part de sécurité, puisque donc on risque de se retrouver avec des surplus d'électricité qui ne pourraient pas être livrés au moment où tout le monde en a besoin, parce que l'opérateur privé a décidé de ne pas libérer l'eau tant que le prix n'est pas justifié. On s'est rendu compte, une fois que General Electric a eu acheté Alstom, que Alstom avait décidé pendant plusieurs jours de ne pas maintenir les centrales nucléaires tant que EDF n'avait pas renégocié son prix. Donc on se retrouve, GE a considéré qu'il était légitime pour sa part de faire en sorte qu'il y a un risque qui pèse sur l'ensemble de la population française avec une non-maintenance des installations nucléaires, parce que voilà, il considérait que le prix n'était pas bon. GE, qui par ailleurs a mis la main avec la vente d'Alstom sur deux fabriques de turbines, qui sont les turbines qui servent pour les barrages hydroélectriques et les turbines qui servent pour les centrales nucléaires. Autrement dit, on se retrouve avec la vente d'Alstom avec un opérateur privé qui possède en fait l'ensemble des moyens nécessaires à faire fonctionner le parc public. Donc voilà, là aussi, est-ce que véritablement l'État est fait pour être industriel? Non. Mais est-ce que véritablement il est hors de question qu'il y ait des monopoles nationaux sur certaines industries réputées stratégiques? Non, vraisemblablement. Il doit y avoir un moyen de contrôle différent de celui qui a été mis en place par le gouvernement Macron et les gouvernements précédents. On en revient, et c'est ma conclusion, rassurez-vous, voilà, mais vous aurez le droit de poser des questions. On en revient donc à la question du contrôle. Le monopole d'État est d'abord un monopole de contrôle. Les fonctions régaliennes classiques, la justice, l'armée, la police, la monnaie, c'est d'abord parce qu'il s'agit de contrôler. Si chacun peut battre monnaie, voilà, on ne sait pas qui est riche, on ne sait pas qui ne l'est pas, on ne sait pas ce que vaut l'argent du gouvernement. Donc on centralise la monnaie. Et on observe évidemment des petites tentatives locales qui sont intéressantes, de monnaie locale qui sont strictement encadrées et qui sont rapportées à la monnaie nationale. Donc autrement dit, il y a un degré de souplesse possible. On voit d'ailleurs que dans le cas de la monnaie, avec les monnaies locales, la monnaie locale qui existe en France, donc il y en a quelques dizaines, les monnaies locales qui existent dans d'autres pays, notamment la célèbre monnaie suisse, dont j'ai complètement oublié le nom, qui est une monnaie inventée par les entrepreneurs dans les années 30, que plusieurs systèmes peuvent coexister pourvu qu'il y ait un arbitre qui soit capable de les organiser les uns par rapport aux autres. Mais l'État, en fait, étend sans cesse son contrôle. Donc justice, armée, police, très bien, éducation, transport, énergie. Il y a un moment donné où l'État, en fait, a tendance à monopoliser l'intégralité des biens et services possibles, parce que c'est celui qui lui permet, en fait, de mettre sous tutelle l'intégralité du corps social. C'est la manière dont l'État français conçoit la chose. Donc les fonctions régaliennes, d'une certaine manière, vont en s'étendant continuellement. Il y a un double mouvement qui est assez curieux à observer. C'est-à-dire que d'une part, il y a effectivement une privatisation, d'une part, il y a une libéralisation, mais d'autre part, il y a une instrumentalisation étatique de tous les opérateurs privés. C'est-à-dire d'un côté, bien sûr, on libéralise le marché du transport, on libéralise le marché de l'énergie, on libéralise peu ou prou le marché de l'éducation un jour. En tout cas, par exemple, les MOOC sont tentatives de libéralisation du marché de l'éducation, mais on fait peser sur l'entreprise de plus en plus de fonctions
qui sont des fonctions étatiques. C'est l'entreprise qui collecte l'impôt, elle va le collecter de plus en plus avec la retenue à la source, elle collectait déjà la TVA, elle va maintenant collecter l'impôt sur le revenu. C'est l'entreprise qui est chargée d'assurer l'inclusion et la diversité LGBT, l'inclusion ethnique, l'inclusion de tout ce que vous voulez, la parité homme-femme, autrement dit c'est un agent social moral de l'État. C'est l'entreprise qui, avec les complémentaires santé, est censée régler les problèmes de santé des Français. Autrement dit, l'État a une vaste délégation de services publics obligatoires. Autrement dit, vous ne pouvez pas accepter en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas refuser en tant qu'entreprise ces fonctions que l'État vous confère. Vous êtes obligé de les prendre. Exactement, d'ailleurs, comme l'État se débarrasse d'un nombre de prérogatives nationales au profit, entre guillemets, des communes, sans pour autant leur donner les moyens de ces nouvelles prérogatives, donc avec l'idée de faire en sorte que l'État se retire tout en gardant le contrôle le plus étroit. L'État n'assure plus le risque financier, mais n'assume plus le risque financier, mais au contraire, l'État continue à pondre, et il pond abondamment, tous les règlements qui font que l'ensemble des activités est de plus en plus encadré. En fait, j'ai fini. Donc le monopole. Non, je vais quand même avoir une phrase de conclusion un peu tournée, juste avant que vous n'applaudissiez, que vous oubliez. Donc l'idée, c'est que le monopole national peut être intéressant au moment où il s'agit de rationaliser un bien dont il est véritablement avéré qu'il est d'intérêt public. Et le rationaliser, ça signifie faire en sorte que sa distribution soit la plus égale possible, la plus équitable possible, au prix le moins fort. Ensuite, chaque monopole d'État doit être observé en fonction des évolutions technologiques qui sont à l'œuvre. Le monopole d'État de la distribution électrique est intéressant à partir du moment où il n'existe pas de moyen de produire de l'électricité soi-même. Aujourd'hui, on est tous capables de produire de l'électricité nous-mêmes. Bientôt, il y aura des films transparents sur les fenêtres qui permettront de produire de l'électricité. Bientôt, nos vêtements produiront de l'électricité, ça s'appelle triboélectricité. On sera capable de récupérer cette électricité-là. Autrement dit, Engie, par exemple, qui n'est pas un monopole d'État et qui est un opérateur privé, a décidé que ce qui était intéressant, c'était plus de produire de l'électricité, mais de la distribuer. Autrement dit, le centre de profit se déplace. Mais l'État, lui, continue à vouloir produire de l'électricité et à empêcher le citoyen de la produire lui-même. Donc, il l'autorise peu à peu, il l'autorise faiblement, il l'autorise de la plus mauvaise grâce possible, mais alors que les technologies existantes, la possibilité existante, est-ce que véritablement la persistance d'un monopole d'État fondé sur une vieille technologie est pertinente? Et donc, c'est le vrai reproche qu'on peut faire au monopole d'État, c'est à un moment donné, il sert effectivement le bien public, mais ce bien public doit être constamment réévalué. Le problème du monopole d'État, c'est que s'il existe, c'est qu'il a été à un moment donné fondé sur le coût d'une infrastructure qui paraissait dantesque. Et donc, qui ne pouvait n'être opéré que par l'État. Mais cette infrastructure ne paraît avoir un coût dantesque que parce que l'État veut d'abord contrôler la distribution du bien et du service. Autrement dit, personne n'obligeait tout le monde à faire en sorte que la moindre des communes de France soit pourvue de sa poste, que la moindre des communes de France soit pourvue de sa ligne de chemin de fer, que la moindre des communes de France soit pourvue de son école. On peut considérer que c'était bien. Mais le coût ensuite de maintien du réseau est absolument inconséquent par rapport aux services qu'en retirent les citoyens. Donc le monopole d'État a un effet centralisateur pervers qui fait que le maintien du réseau est en permanence préféré à la réévaluation des biens, à la réellement perçu, du bénéfice réellement perçu par les citoyens. C'est le premier point. Et par ailleurs, le coût du réseau, même amorti, et c'est le cas par exemple des barrages hydroélectriques, c'était le cas du réseau ferroviaire avant qu'on décide de construire la TGV, et donc même quand l'opération pourrait être blanche par rapport à ce que vivent les citoyens, donc même l'abandon du réseau pourrait avoir un sens, l'État continue à investir et à surinvestir pour faire en sorte que ce réseau soit toujours sa propriété et constitue toujours une barrière à l'entrée des nouveaux arrivants, sans pour autant, et c'est le cas surprenant de la France depuis l'Union européenne, sans pour autant assurer la souveraineté nationale, puisque donc le dernier argument en faveur du monopole national, ce serait la pertinence de posséder véritablement
un réseau qui fait qu'on peut garantir l'acheminement en cas de guerre des troupes, l'approvisionnement en énergie en cas de cessation de fourniture des énergies étrangères, donc on importe une partie de notre énergie. Donc tous ces arguments-là tombent à partir du moment où la libéralisation fait que l'outil de production est capable d'être acheté par les étrangers. Donc, même s'il n'est pas évident que le monopole national soit systématiquement quelque chose de pervers, il est certain que la pérennité de n'importe quel monopole national et la monopolisation, le tropisme de monopolisation nationale français est lui un effet pervers, évidemment, faute de la République. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions quelque part? Levez la main. Pas de questions? Ouais, soyez sympa, oui, quand même. Bonjour. En fait, vous avez bâti votre exposé sur cette espèce de dualité entre le monopole d'État et les entreprises privées. Mais même dans les cas où le monopole d'État est pervers, si on décidait de libéraliser, que cette libéralisation aboutissait à terme, au moyen ou long terme, à un monopole des entreprises privées, est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes effets pervers? En fait, est-ce que ce ne serait pas plutôt le monopole lui-même, privé ou public, peu importe, qui serait l'effet pervers et pas... La monopolisation est souvent perverse. Par exemple, en ce moment, Google monopolise... Google doit avoir 95% du marché de la publicité en ligne. Okay, c'est gênant. En même temps, est-ce que la publicité en ligne est-elle véritablement un bien commun? Bon, on n'en est pas certain. Mais Google... les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, monopolisent en fait peu à peu tout ce qui est nouveaux moyens de communication. Donc là, il y a une inquiétude sur le monopole des GAFA sur un certain nombre de biens qui paraissent être des biens communs, comme notamment la liberté de s'exprimer. Mais les États ont toujours la possibilité de briser les monopoles. On parle de plus en plus justement du démantèlement possible de Google, du démantèlement possible d'Amazon, de même qu'on avait démantelé AT&T, qui était l'opérateur de télécom américain. Autrement dit, et c'est exactement ce à quoi doit servir un État, c'est un arbitre. Il y a un moment donné où on a des opérateurs privés, il y a un moment donné où on s'aperçoit que la puissance de ces opérateurs privés est démesurée et que le coût qu'ils exigent pour la fourniture du produit ou du service qu'ils fabriquent est indu. Si en plus ils se comportent de telle sorte qu'il y ait de l'évasion fiscale, etc., il y a un moment donné où la puissance publique doit brider la puissance privée. Mais voilà, elle bride la puissance privée. Le fait de dire préventivement, je vais inventer quelque chose qui va coûter très très cher à l'ensemble des Français, ou très très cher à l'ensemble des Allemands, des Russes, des Chinois et des habitants de Malaisie, pour éviter qu'il y ait à un moment donné le problème de l'émergence d'un monopole, c'est différent. On s'est rendu compte que moins il y a de barrières à l'entrée, moins il y a de barrières technologiques, de barrières financières, de barrières réglementaires, moins il y a de chances que les monopoles se constituent. En revanche, effectivement, il y a déjà toutes les législations contre les ententes, toutes les législations contre les cartels, des outils gouvernementaux qui permettent de brider la puissance privée. Donc c'est ça c'est là-dessus qu'on doit travailler plus que sur le fait que chaque État se constitue ses propres moyens de distribuer les biens et les services en le faisant de manière inefficace. Parce qu'au bout du compte, voilà, la SNCF c'est inefficace. Et il n'y a qu'à voir, il y a non seulement de nouvelles technologies, mais il y a de nouveaux usages. Blablacar fait en sorte que la SNCF coule, Blablacar et le covoiturage fait en sorte que la SNCF est en train de couler. Mais voilà, donc c'est même la barrière, on peut toujours multiplier les barrières à l'entrée, notamment la France avait mis en place l'idée que n'importe quel opérateur ferroviaire, pour opérer sur le territoire français, devait être forcément un opérateur international. Autrement dit, il n'y avait pas de possibilité d'avoir des opérateurs locaux. Voilà, donc c'était typiquement la barrière à l'entrée qui ne rime à rien, qui empêchait l'exploitation du réseau par d'autres personnes. Elle avait juste oublié que la route existait. Mais bon, il y a d'autres problèmes que cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Une autre question, parce que c'est sympa qu'il y en a deux pour le conférencier. Voilà, il y en a deux autres, c'est génial, parfait. Oui. Donc, merci pour votre exposé. Moi, à l'écoute, j'ai quand même eu l'impression que vous posiez beaucoup la problématique des compétences des pouvoirs publics à pouvoir assurer un service public compétent. C'est-à-dire, par exemple, vous citiez les PGV, sur le fait que finalement l'État avait pris des décisions désastreuses sur investir sur des technologies qui finalement sont rapidement devenues obsolètes avec des dettes, un plus de pouvoir et finalement un service foireux, quoi. Et j'ai l'impression aussi que dans les solutions que vous proposez, mais finalement les pistes qu'on peut explorer, c'est finalement la décentralisation de ces choses-là. Mais est-ce que justement, en fait, comment, si on parle d'un principe d'un service public décentralisé, je suis désolé, je suis un peu fatigué, j'ai du mal à parler correctement, comment on peut s'assurer que, même dans le cas d'un service public décentralisé, etc., on peut s'assurer que les structures publiques aient les compétences, et je ne parle pas que des compétences technologiques, mais aussi la capacité à choisir d'investir sur des technologies qui sont durables, entre guillemets, dans le temps. Voilà. Je ne sais pas si ma question est très claire. Je vais répondre et puis vous me direz si j'ai bien compris votre question. En fait, le loup dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas la puissance publique d'investir. En fait, la puissance publique doit être capable de comprendre quelles sont les technologies intéressantes, elle doit être capable de favoriser les bonnes technologies. Alors, prenons l'exemple de Louis XIV, ça marche généralement bien. D'abord, voilà, ce type est génial, on ne le répétera pas jamais assez. Il se rend compte que, lui et ses prédécesseurs se rendent compte qu'il y a un problème avec les dentelles, la verrerie et plusieurs autres industries de luxe qui font que les capitaux français finissent aux mains étrangères. Donc Louis XIV décide de construire des industries nationales. Donc le verre marche bien, et plutôt que tout file à Murano, on va carrément aller capturer des verriers de Murano, on va les installer en France et on va développer notre propre industrie verrière. Mais en même temps, il accorde aux nobles qui décident de se lancer dans l'industrie verrière le fait de ne pas déroger à la noblesse, puisque normalement on dérogeait à son statut quand on devenait industriel ou commerçant. Et donc il y a une exception à cette dérogation, et donc les nobles ont le droit de se lancer dans la verrerie sans perdre leur statut de noble. Donc évidemment, les féodaux qui sont plus assoiffés de thunes que d'honneur se ruent sur le baie et se lancent. Donc ce n'est pas l'État qui investit, c'est l'État qui a été capable d'identifier une technologie intéressante, et en plus ils sont allés chercher les meilleures technologies qui étaient les technologies italiennes pour les importer en France, donc d'une manière quasi rocambolesque. Quand je parle d'enlever des verriers, c'est quasiment ce qui s'est fait. Je veux dire, on est à la limite du raft et de la dissimulation. Les mecs ont été chopés, mais pire que Werner von Braun après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas la puissance publique qui a investi. En revanche, c'est la puissance publique qui met en place le cadre réglementaire qui permet de surveiller l'implantation de la technologie et sa fructification. Voilà. Donc, ce qu'on attend de l'État, c'est qu'effectivement, il monte l'Institut national de recherche sur l'informatique et les automatismes, l'INRIA, qui monte l'Institut national de recherche agronomique, que l'État ait la compétence technique qui est capable de lui donner les moyens intellectuels d'arbitrer, on dit, de faire les bons choix, mais on n'attend pas du tout de l'État qu'il investisse industriellement, parce qu'il y a un moment donné où le fait d'avoir investi industriellement l'oblige à une rentabilité industrielle. Et donc, s'il s'est trompé, ça ne marchera pas. Et donc, par exemple, le cas du Minitel est classique. Les Français ont inventé un truc génial, le Minitel, mais comme en même temps d'autres étaient en train d'inventer un autre système de transport de l'information, qui était le fait que Enzo en parlerait mieux que moi, mais donc on avait déjà inventé la fragmentation des messages par paquet d'informations distribuées et ensuite regroupées, qui permettait en fait de faire voyager très très vite des messages le plus fragmentés possible, en étant absolument certain que c'est capable d'être regroupé au moment de la réception. Mais ça marchait pas avec le Minitel, donc on a laissé tomber tous les développements informatiques qui étaient en train de se faire en France là-dessus, parce que France Télécom avait investi dans le Minitel. Donc évidemment, on ne pouvait pas développer deux technologies concurrentes. Mais voilà, mais le problème, c'est parce que l'État s'était transformé en investisseur. En fait, l'intérêt, comme d'habitude, c'est est-ce que si je suis capable d'investir, est-ce qu'à un moment donné, je suis capable de vendre mon entreprise? On peut imaginer que l'État investisse, mais il est hors de question que l'État reste propriétaire, parce que l'État
n'est pas capable de gérer, en tout cas en France, mais j'ai rarement vu des choses qui se passent bien ailleurs, l'État n'est pas capable de gérer à la fois les exigences de rentabilité, le contrôle administratif, la manière dont il entend à la fois mater une grève, être rentable, satisfaire un actionnaire. Le cas d'Air France KLM est emblématique. Voilà, l'État n'est pas capable. Voilà, il réussit à avoir la pire des compagnies aériennes alors qu'ils avaient des actifs absolument géniaux à la base. Il y a une question là, je crois. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je suis de la réponse. Bon, voilà. Alors, même si d'un côté la privatisation peut avoir des impacts positifs d'un point de vue de performance et de service, étant donné que l'absence ou la privation de ressources et de logistique nous contraindrait à une soumission totale et sans condition en cas d'attaque intérieure ou extérieure, donc a priori du grand capital sans fin, l'appropriation étatique de ces richesses stratégiques n'est-elle pas essentielle, ne serait-ce que pour des raisons de souveraineté? C'est exactement ce que je disais. Enfin, vous avez raison, et c'est là tout le point. C'est-à-dire on peut considérer que certains de ces grands corps d'État, de certains de ces monopoles nationaux sont gérés en dépit du bon sens, mais malgré tout, le coût hypothétique d'un abandon complet de ces industries, effectivement, fait peser un risque considérable sur la souveraineté du pays. À un moment donné, je vous parle il y a 15-20 ans, on parlait de financement innovant pour les frégates de la Marine nationale. Donc l'idée, c'était qu'on allait faire appel aux capitaux privés, y compris étrangers, pour que la défense nationale puisse acheter des bâtiments de guerre. Donc il y a un moment donné où les militaires s'étaient fait expliquer par Bercy que les financements innovants, c'était de faire en sorte qu'ils achetaient leur bateau, ils achetaient le bateau en leasing. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe s'il y a une cessation de paiement? Le bateau, il appartient aux créanciers. Donc on risquait de se retrouver, juste parce que quelqu'un a oublié de signer le chèque, ou parce qu'il n'y a plus de thunes, étant donné qu'on l'avait envoyé ailleurs, avec la Marine nationale qui n'avait plus de vaisseau. Bon, évidemment, ça paraît juste stupéfiant. Donc là pour le moment, évidemment, on en est un peu revenu des expériences de financement innovant dans la défense nationale. Mais on a abandonné, en revanche, l'intégralité de l'outil de production. Donc on produit encore un certain type de munitions, mais on ne produit pas toutes les munitions dont on a besoin. Quand je parle de munitions, c'est aussi bien les balles pour les fusils d'assaut que les missiles intercontinentaux. Donc il y a aujourd'hui une partie des moyens de notre défense est totalement dépendante d'une sous-traitance étrangère. Voilà. Donc évidemment, c'est pas forcément bon. Mais si jamais le fait d'intégrer, si par prudence on décidait qu'on a absolument besoin de maîtriser l'énergie, qu'on a absolument besoin de maîtriser le transport, etc., à ce moment-là, ça veut dire qu'on se retrouve avec une économie entièrement étatisée. Mais l'expérience prouve que les économies entièrement étatisées fonctionnent très mal. Et que c'est l'exemple du bloc soviétique. Donc le bloc soviétique a entièrement étatisé l'économie, ça lui garantissait certainement son indépendance, mais ça lui a garanti aussi un retard technologique considérable. Ça lui a garanti aussi une qualité de service absolument minable. Donc à chaque fois le bon arbitrage, c'est ni trop ni trop peu. Mais voilà, je vous réponds ça et je ne vous réponds rien. Mais les conditions de la souveraineté industrielle de la France, ça passe beaucoup plus par le fait d'avoir été capable d'analyser avant de vendre à General Electric l'ensemble des turbines dont on a besoin, de vendre à General Electric justement tout sauf ces turbines-là. Voilà. Ça c'est intelligent, parce que là pour le coup c'est stratégique pour le moment. Le jour où on change de technologie, on s'en fout des turbines. Et donc l'État normalement passe son temps à avoir des calculs à plus ou moins long terme et à arbitrer sur la nécessité de mettre une barrière à l'entrée ou de l'enlever, la nécessité de conserver un droit de veto sur les transactions commerciales ou au contraire de les autoriser. Là, pour le moment, la France a réussi à avoir tout faux. C'est-à-dire, elle a développé des monopoles qui sont des gouffres, et elle a fait en sorte de vendre ou de laisser vendre l'intégralité des technologies dont on aurait mieux fait de rester propriétaire. Donc, voilà. Mais donc,
vous avez raison. De toute façon, la solution n'est jamais de ou tout monopole ou aucun monopole, aucune souveraineté ou souveraineté totale. Et d'ailleurs, la souveraineté totale n'existe pas dans un système interdépendant. On est toujours... enfin voilà, le pays totalement souverain, c'est celui qui n'est en contact avec absolument personne et dont les autres ignorent l'existence. Quand ça ne marche plus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus poser de questions. Mais je peux passer mon micro, ok. Voilà. Déjà, je voulais signaler que j'avais désormais le monopole des questions. Il a suffi qu'Enzo s'approche pour que les deux micros marchent. Donc, vous avez le droit de le toucher après. Si vous avez des problèmes de connexion, de téléphone qui sont... Tu disais très très modestement, comme nous te connaissons, tout à l'heure, que tu n'avais pas finalement de réponse à la question que posait le débat d'aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression quand même que tu as en grande partie répondu. Mais je voulais savoir quel était ton sentiment là-dessus, parce que en fait, je pense que tu nous as montré justement que dans cette histoire-là, il n'y a pas de solution radicale. C'est-à-dire que le mythe de ces grands monopoles d'État qui ont été créés, notamment après la guerre, qui ont été financés par les 30 Glorieuses et qui se sont écroulés à partir du moment où les 30 Glorieuses ont disparu, n'ont plus permis de financer quasiment à perte des choses qui n'étaient jamais rentables finalement. De la même façon que, dans l'autre sens, à chaque fois que des gouvernements, je dirais, d'obédience libérale, ou du moins voulant faire preuve d'un libéralisme économique à tout crin, ont totalement libéralisé certains secteurs, et ça a créé une telle catastrophe qu'il a fallu derrière réguler les choses de différentes façons, par l'impôt ou par le règlement ou par la loi, montre que de toute façon les excès dans les deux sens sont mauvais. Enfin, je ne sais pas si tu as l'impression d'avoir répondu finalement à la question. Si la question posée par Luc, dont tu m'excuseras pour cette conférence, on en parlera tout à l'heure, si la question posée par Luc c'était est-ce que oui ou non il faut soutenir la réforme ferroviaire, évidemment, là j'ai pas répondu. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui si oui ou non le troisième paquet ferroviaire a un sens. Voilà, parce que les implications... parce qu'une fois qu'un monopole d'État structure l'intégralité d'un pays, la disparition de ce monopole d'État a des effets qui sont sans doute aussi pervers que la manière dont la structuration a été perverse. Aujourd'hui que la France a décidé d'avoir une dette abyssale en construisant des infrastructures inutiles que sont les LGV, est-ce que véritablement le fait de brader le système ferroviaire français a un sens? J'en sais rien. En revanche, comme d'habitude, le fait de nous dire que si on touche au statut des cheminots, alors on est en train de brader le système ferroviaire est faux. Autrement dit, c'est la manière dont on lit certains problèmes en considérant que le statut du cheminot est le garant de la qualité du service rendu, repose sur un double mensonge. Le premier mensonge, c'est de considérer que, alors qu'il y a des opérateurs ferroviaires dans le monde entier qui n'ont pas les mêmes qualités de traitement salarial que celles des cheminots et qui ont pourtant une qualité de service rendu équivalente, donc prouve que ce n'est pas le salaire et les conditions sociales des cheminots qui sont intéressantes. Ça, c'est le premier mensonge. Et le deuxième mensonge, c'est la qualité du service rendu, puisque justement, ce service rendu est juste pitoyable, donc par rapport justement à d'autres opérateurs, privés ou publics. Voilà. Donc, sur cette question-là, je n'ai pas répondu. Sur la question fondamentale de est-ce que le monopole d'État est un bien commun, ma réponse est non si on en fait une théorie d'État. Autrement, voilà. Mais oui, parce que ponctuellement, le monopole d'État peut être une réponse stratégique, nationale, défensive, importante.